Bonjour à tous. Cette vidéo va être un peu spéciale. Je n'ai pas oublié ma promesse de faire une série où je dépiote tous les films de Kusturica, mais ici, j'avais envie de coller au calendrier. Parce que ça va faire bientôt 3 ans que la guerre totale a commencé en Ukraine, 11 ans que la guerre a commencé tout court, et 3 ans que quelque chose s'est brisé en moi. Un sentiment d'impuissance, un sentiment de culpabilité, et aussi un peu de rancœur face à ce que je qualifie d'indifférence de la part de mes camarades occidentaux. Vous l'avez compris, ici, il ne sera pas question d'humour, car on parle d'une réalité insupportable qui n'est pas la mienne et que j'ai pas envie de faire de blagues dessus. Si vous voulez de l'humour noir, il y a une vidéo qui va bientôt sortir, donc une très grosse vidéo sur Alexei Navalny. Ici, je vous présente le premier épisode, le premier et sans doute le pire, d'une petite série de vidéos consacrées au film de l'Est, Choc. Et si tu t'attendais ici à voir des films comme The Green Elephant ou The Serbian Film, eh bien, je te conseille de nous laisser discuter entre adultes, merci. Car ici, il va être question de films tristes, infiniment tristes, et trop réels pour que tu puisses échapper à la réalité. Car ici, il est question d'un documentaire, de l'œuvre d'une équipe de journalistes qui est restée dans la ville de Mariupol, qui est dans le Donbass, je rappelle, dans l'oblast de Donetsk, et qui avait vaillamment résisté pendant les débuts de la guerre du Donbass, en septembre 2014, ce qui doit expliquer la destruction dont elle a été victime il y a 3 ans déjà. Car oui, elle enterrait définitivement cette théorie qui est encore bizarrement populaire, selon laquelle les Russes étaient venus pour libérer les pauvres enfants du Donbass. Car oui, les enfants du Donbass souffrent, et bizarrement, c'est pas de leur vraie souffrance dont les tankiers ont envie de parler. Parce qu'en réalité, quand je parle avec des Français ou des Occidentaux en général, ils ne se rendent pas compte de la destruction qui a été amenée par la Russie. Parce que pendant 3 mois de siège, la ville a été rasée à 90%, estimation basse. Comme Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis 3 ans, la ville est russe. Et je trouve ça particulièrement injuste que toute cette destruction a amené à une défaite. Et les informations filtrent difficilement depuis la ville martyre quant au nombre de morts, mais on est sur l'ordre de 20 000 à 100 000 pour les estimations les plus pro-ukrainiennes, pour une ville de 450 à 500 000 habitants. Vous comprenez pourquoi ici je n'avais pas envie de faire de blagues. Et pourtant, de nouveau, et ce n'est qu'une ville parmi d'autres qui ont été complètement détruites par les Russes, c'est une ville du Donbass. Toutes ces villes qu'on voit sur les visuels que peut-être vos amis ukrainiens partagent sur Facebook, toutes ces villes détruites, toutes ces villes où sur Wikipédia il est indiqué c'était une ville, ce sont des villes du Donbass. Et pourtant, certains croient toujours qu'après tout ça, elles rêvent de rejoindre la Russie. J'ai vu ce film au cinéma, en Pologne, le 24 février 2024. Et ce que je voyais venir de France sur les réseaux sociaux, ce n'était pas la sympathie escomptée. Toujours les mêmes arguments qui arrivaient. L'Ukraine doit se rendre pour garantir la paix. Et surtout, elle doit garantir l'équilibre et laisser faire les nations sérieuses. Et à l'heure où je vous écris, c'est effectivement comme ça que la guerre semble se terminer. Et pour ceux qui ont dormi ces dernières années, au-delà du FN, c'est surtout Mélenchon qui dit ça. Un mec censé être de gauche, un mec qui ne sera pour moi jamais un camarade, et ce en dépit des appels qui reviennent à chaque élection présidentielle de voter pour lui pour faire barrage, alors que Wikipédia le considère à raison comme un nationaliste de gauche. Ouais, en fait, c'est un pied noir, et il a une mentalité de pied noir qui vient avec. Donc, désolé, moi je considérais la chose quand il nous considérait, nous les Slaves, comme des êtres humains. Merci. Car oui, les gens autour de moi, et même des amis vraiment proches, semblaient être séparés de moi et de mon conjoint, encore par un mur de Berlin mental. Un pote déclarait par exemple ne pas vouloir choisir un camp, quand bien même il était évident qu'un camp massacrait l'autre. Et pire que ça, qu'un des deux peuples était victime d'un génocide, et que c'est pas les Russes. Enfin, je dis ça. Les Russes qui vivent à Mariupol et qui ont aimé leur vie en Ukraine et qui soutiennent donc l'Ukraine face au pays qui les massacre, ils ne sont pas épargnés, quoi. Enfin, comme si ça a changé quoi que ce soit. C'est pas comme si les Russes n'avaient pas une ancienne tradition de massacrer les leurs et que j'avais prévu une vidéo de 2h30 là-dessus. Ah, pourquoi je parle de génocide? Oh, ça peut sembler un peu excessif. C'est juste une guerre après tout.
Alors, ça tombe bien que vous m'en parlez parce que la question de ce qui est reconnu comme un génocide ou non, eh bien, ça fait des années que je travaille dessus et que donc c'est un peu mon boulot. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous rappeler les bases. Si je cite la convention telle que signée par l'ONU et rédigée par Lemkin en 1948, Lemkin qui a survécu à ce que, pardonnez-moi l'expression, à ce qu'on peut appeler le boss final des génocides. Ouais, désolé l'expression, mais je peux pas vraiment le décrire autrement, puisque c'est un survivant de la Shoah. Mhm, mhm. Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un des actes SIAP commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, ethnique ou religieux, et ce comme tel, d'abord par le meurtre des membres du groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, et enfin le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Et bien, dans ce cas précis, la Russie remplit toutes les cases. Et pourtant, je dois encore me justifier auprès des Occidentaux quand je rappelle que c'est un génocide qui se passe, car ceux-ci me répondent, mais non, c'est pas ça, contrairement à ce qui se passe à Gaza. Je considère ce qui se passe à Gaza comme un génocide, d'accord? Je fais pas ça pour participer à la concurrence victimaire, contrairement à certains. Et contrairement à ce que vont dire certains, que oui, on dit que ce qui se passe en Ukraine, c'est pas un génocide parce que, eh ben, vous aimez pas les blancs. Eh bien, je vais vous partager ma petite analyse. Je pense, très sincèrement, que si beaucoup de gens me disent que ce qui se passe en Ukraine n'est pas un génocide, c'est parce qu'ils pensent que ce genre de choses, ça ne peut pas arriver à des blancs. Pas commis par des blancs contre des blancs parce qu'on est en... Et voilà. Elle est là la vraie raison. Donc oui, désolé, il n'est pas vraiment possible pour moi de faire une analyse filmique de cette œuvre parce que ça reviendra à critiquer la réalité. C'est le retour de Varsovie en 1944. Spielmann avait d'abord intitulé son pianiste, écrit dès 1946, Une ville brûle. Et ici, c'est ce qu'on voit. C'est une ville qui meurt devant nos yeux impuissants. Tout ce que les gens avaient construit meurt, et j'inclus dedans les familles qu'ils avaient construites. Les bâtiments moches dans lesquels on a tous grandi sont éventrés, et les gens, non, je vais pas dire les gens moches, avec qui on a grandi aussi. Et ici, les réalisateurs pensent à leurs enfants et sont tout aussi horrifiés que nous. Ils sont tout aussi impuissants que nous et ne peuvent pas faire grand-chose car ils ne sont pas médecins. Et c'est pas comme si les médecins pouvaient faire quoi que ce soit non plus. Ils sont aussi terrifiés que les gens qu'ils filment et sans rentrer dans les détails, il arrive plusieurs fois qu'on voit en direct des gens très mineurs perdre des litres de sang et ne pas s'en sortir, et voir que ça arrive à des gens de plus en plus jeunes, devant nos yeux écarquillés et trempés, dans une salle où beaucoup de gens avaient probablement fui l'Ukraine, les entendant pleurer poliment, silencieusement derrière moi. Je parlais de Gaza tout à l'heure, et même si j'avais déploré qu'on ne reconnaisse pas qu'on parle plus de Gaza que de l'Ukraine, ce qui n'est pas forcément grave, vu que, bah, il faut parler Gaza, quoi. Eh bien, cela m'a fait réaliser quelque chose. Je comprenais maintenant, personnellement, pourquoi mes amis et les gens de ma famille arabe vivaient Gaza si personnellement. Car ici, en tant que fille de l'Est, je voyais des gens parlant la langue que j'entendais parler tous les jours avec mon copain, vivant dans les mêmes bâtiments dans lesquels ma famille avait grandi, et surtout venant de cette culture pour laquelle je m'étais prise d'une passion qui n'allait jamais disparaître ensuite. Mourir comme ça, bah oui, on s'y identifie. Parce que il va falloir briser le tabou, la loi de la proximité culturelle. Il faut pas forcément en avoir honte, c'est juste humain. Ne reprochez pas aux Arabes d'avoir plus d'empathie pour Gaza. Ne reprochez pas aux Polonais que vous connaissez d'être si tristes pour l'Ukraine. Si tout cela se passait en Belgique ou en Italie, je vous jure, vous serez dévastés. Et ça rend le silence assourdissant de ce qu'on appelle les Tanki ou les Slavabous encore plus incompréhensible,
Car ici, ces gens ont grandi dans cette culture post-soviétique qu'ils aiment tant. Ici, les gens qui meurent, les parents qui voient leur bébé disparaître et à qui il n'est même pas possible d'offrir une sépulture décente et qu'ils doivent voir disparaître dans des fosses communes, simplement enveloppés dans une couverture élimée, eh bien, tous ces gens-là, ils parlent russe. Ce sont eux les fameux russophones du Donbass que vous pleurez tant. Est-ce que vous voyez les Russes comme des êtres humains finalement? Est-ce que vous les voyez plus comme des humains que les Ukrainiens? Permettez-moi de douter. Enfin bon, ils parlent russe, mais ça veut pas dire qu'ils sont russes, je précise. Et d'ailleurs, s'ils meurent, c'est essentiellement en tant qu'Ukrainiens, en tant que gens qui n'ont pas voulu faire partie de la Russie. Donc oui, je pense, et quelque part j'espère, que des trois films que je pense traiter dans cette série pour l'instant, celui-ci sera le plus éprouvant à voir. Parce que face à la réalité la plus crue, celle que les gens existent et meurent face à la caméra, il n'y a pas d'échappatoire, aucun espoir, je vois pas ce qui pourrait être pire. Et surtout, aujourd'hui, il y a l'impression que les gens oublient, car l'opinion publique a vu d'autres massacres tout aussi loin, tout aussi terribles. Et surtout, il y a cette idée que ce qui arrive au Moyen-Orient ne peut être que pire. Et pourtant, je vois souvent cet argument. Ah, bah, c'est pas en Ukraine que nos gouvernements soutiennent que des enfants vont brûler. Ce n'est pas là-bas qu'on violera des bébés. Eh bien, on ne le voit pas forcément de visu dans le film, parce que ils ne sont restés que 20 jours après lesquels ils ont fui pour pouvoir montrer les caméras au monde entier et revoir leur famille. C'est après ces 20 jours, au bout desquels les journalistes ont donc pu s'échapper en voiture, que le pire est arrivé. Car le lendemain de leur départ est arrivée la terrible et tristement célèbre maintenant bombardement du théâtre de Mariupol, un immense camp de réfugiés. Et ce en dépit de cette inscription qui est en russe et qui signifie enfant, Deity, complètement visible depuis un sol gris, visible donc depuis le ciel et visible pour l'armée russe. Alors, pourquoi ont-ils été tués en dépit de cette inscription, me diriez-vous? Bah, moi, je pense que c'est à cause d'elle. Et on a des estimations qui montent à 600 victimes. Et beaucoup se posent la question, pourquoi attaquer les gens du Donbass qu'ils souhaitaient défendre? Moi, je pense à une vengeance personnelle. Et pas uniquement à cause de la victoire de Mariupol en septembre 2014. Car au début de la guerre, bah, beaucoup de Russes étaient abreuvés de propagande et espéraient être accueillis en libérateurs, participer à une mission facile et rentrer chez leurs femmes au bout de 3 jours pour le dîner. Et en voyant que les gens avaient peur d'eux, ils se sont vengés, y compris si ça voulait dire tuer des enfants. Mon compagnon lui expliquait que les gens avaient été dit que tout le monde avait été évacué de la ville et que ce qui restait étaient d'autres que d'affreux bandéristes. Peut-être donc que ceux qui ont tué les enfants du théâtre de Mariupol pensaient avoir affaire à d'affreux bandéristes qui utilisaient des méthodes infâmes de diversion. Il a donc fallu que certains collabos locaux interviennent pour réaliser qu'en fait, ils étaient peut-être en train de tuer les leurs. Ah, mon copain. C'est lui qui a dû me consoler après la séance quand la salle s'est vidée dans un silence écrasant, teindé de stupeur et de respect, car il en avait vu d'autres. Depuis 2 ans, il suivait la chaîne d'une survivante de Mariupol, et il en avait tellement vu d'autres qu'il a ri quand un nouveau-né s'est chié dessus à la naissance, pendant que moi, suspendue à chaque mouvement des docteurs, je haletais, et j'espérais que le combat de cette petite fille pour la vie réussisse. Elle est née, et j'espère qu'elle vit toujours. Car mon copain, il a vécu à Irpin, et après la libération, il est rentré chez lui. Puis il est allé à Boutcha pour aider les survivants. Boutcha, dans la banlieue de Kiev, on en a beaucoup parlé quand on a découvert le charnier et qu'on a découvert l'histoire que nous racontaient ces centaines de cadavres mutilés. Que non, ce qu'on voyait en Europe, de nouveau, ce n'était pas qu'une simple opération spéciale, mais c'était une redite des guerres de Yougoslavie, et ce à bien plus grande échelle. Après cette découverte, une veillée a été organisée à Cracovie, où j'ai accompagné une camarade de classe, de qui je n'ai plus de nouvelles depuis. Et pour la première fois, je me suis demandé comment est-ce qu'on consolait des gens qu'on appréciait quand leur peuple subit une épuration ethnique. Eh bien, cette question, presque 3 ans après, je me la pose toujours.
car ils ont terriblement besoin de ce soutien moral. Ils n'ont pas besoin, mais ça je suppose que vous en doutez, que vous compariez ces souffrances à d'autres en disant que certains vivent pire. Pas ukrainienne, mais après cette séance, je me suis sentie si seule et je me suis dit, en pleurant, que si mon pays, la Pologne, sera dans la même situation, peut-être que les Occidentaux ne seraient pas plus compatissants. Il a fallu beaucoup de bière pour digérer ça. Donc oui, ce n'est pas ce que dit l'histoire, que la France sera indifférente, car quand quelques personnes sont mortes après l'état de guerre et la répression du syndicat Solidarność, beaucoup en France ont compati et se sont rappelés qu'une grosse communauté polonaise vivait à leur côté. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce qu'à l'heure où je lis ces lignes, il semble donc acceptable pour beaucoup que Mariupol soit russe, car l'Ukraine ne pouvait pas faire ça toute seule. Alors des milliers de victimes resteront dans l'anonymat, pendant qu'on construira une station balnéaire sur une terre riche en fer, fertilisée par du sang, pour ceux qui n'ont pas compris, hein. Absolument pas quelque chose qui se passe au Moyen-Orient, donc. Et j'aimerais qu'on se rappelle de la ville vibrante et ukrainienne de Mariupol, qui existait il y a quelque temps. Lizzie Brin a raconté que vivait là-bas un couple de sorcières lesbiennes qui ont réussi à s'en sortir, et malheureusement, faire quelques recherches a été trop difficile moralement. Pourquoi? Car en cherchant leur nom, eh bien ce que je découvre, c'est des comptes Instagram de jeunes femmes ou d'une mère et sa fille qui s'arrêtent brusquement en février 2022. Et on sait tous ce que ça signifie. Car oui, c'est ça aussi le visage des génocides 2.0. La mort des gens est documentée par l'arrêt brutal de leurs réseaux sociaux. Et c'est ce qui reste comme mémorial des comptes Instagram. Et pendant ce temps, la guerre n'est pas finie, même si certains semblent avoir oublié. Ma directrice de recherche vient de Mykolaïv, régulièrement bombardée, et ça fait 3 semaines que la ville d'où elle vient n'a plus d'eau courante. C'est pas très professionnel, mais qu'est-ce que j'aimerais lui faire un câlin. Et n'oublions pas non plus que cette ville fut un jour pleine de vie, et qu'elle renaîtra de ses cendres, comme la ville d'où je tourne cette vidéo, ma chère Varsovie. Tu me donnes de l'espoir. C'est Chéri Vodka. On se retrouve bientôt pour une grosse vidéo et gloire à l'Ukraine. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful